Radio Futur Média, voici le grand journal. Au sommaire de cette édition autoroute à péage, le président de la République pour une révision du contrat de concession et les tarifs appliqués. Macky Sall a réagi ce matin après les tragiques accidents enregistrés sur cet axe routier, dont celui qui a provoqué la mort d'un artiste musicien samedi dernier. L'autoroute à péage et son ensemble de problèmes, on le verra tout à l'heure. Les mécontents de la Biennale, ce sont les commerçants des marchés hebdomadaires de Dakar. Ils dénoncent la suspension de leurs activités par les autorités municipales de la Gueule-Tapée au profit du Dakar. Ils seront en sit-in ce mercredi. Le PS est sur une trajectoire d'émergence, des résultats satisfaisants. Cependant, il y a beaucoup de contraintes. Nous en parlerons dans ce midi. Et en politique, des fronts et autres coalitions se forment à 10 mois de la présidentielle de 2019. Mais est-ce que tout cela ne va pas fragiliser l'opposition? La parole à des observateurs politiques. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Mali Ibrahim Boubacar Keïta sera candidat à la présidentielle de juillet prochain. Il a finalement accepté d'être investi par sa coalition. Certains de ses militants avaient peur qu'il se retire, surtout avec les candidatures déclarées de quelques-uns de ses anciens alliés. En Côte d'Ivoire, les retrouvailles au sein du rassemblement des oufouettistes se confirment au fil des jours. Alassane Ouattara annonce la formation d'un gouvernement RHDP. Ce sera dans les prochaines semaines après la validation de l'accord politique pour le parti unifié. À suivre la chronique d'Abdoulaye Cissé comme tous les lundis. Le menu sport avec Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Antoine et bonjour à tous. On reviendra sur le drapeau du chef de l'État qui a pris fin hier à Kolda. Effectivement, nous allons faire le bilan de ce tournoi de lutte simple doté du drapeau du chef de l'État avec Dakar qui a mis fin à 5 ans de règne de l'équipe faticoise MMA Free Fight. Bombardier va affronter au mois d'août le colosse américain Bob Sapp. Vous entendrez le roi des arènes qui va aussi commenter sa victoire express par KO sur Rocky Balboa. C'était samedi dernier en Suisse. Cannes mini-foot en Libye, le Sénégal veut faire un bon résultat pour son deuxième match demain face à l'Afrique du Sud. Les hommes de Cheikh Sidiba ont fait match nul d'entrée hier face à la Tunisie. Ils auront un renfort de taille ce lundi. Momo Cissé du Giraffe qui est donc attendu à Tripoli tout à l'heure. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h20. La presse du jour avec Georges Détiediop. Point de vue sur les problèmes de l'autoroute à péage, la récurrence des accidents et la cherté des tarifs. Le débat du jour, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'autoroute à péage ne cesse d'enregistrer des accidents mortels. C'est encore arrivé samedi dernier avec la mort d'un artiste musicien du groupe Gelongal. Gelongal, oui, l'on évoque des problèmes d'éclairage et suite à cette affaire, le président de la République a demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour revoir le contrat de concession de l'autoroute à péage et les tarifs pratiqués. Le chef de l'État a tenu ses propos ce matin à l'occasion de la cérémonie mensuelle de levée de couleur au palais présidentiel. Macky Sall est au micro de nos confrères de Radio Sénégal. Je voudrais, suite à l'accident mortel de l'artiste Papis Gelongal sur l'autoroute, présenter d'abord mes condoléances à la famille de la victime et les condoléances de la nation au monde de la culture et dire que nous sommes interpellés sur la nécessité absolue de sécuriser le parcours de l'autoroute à péage. Des grillages ont été faits pour assurer l'étanchéité de la voie. Il faut absolument que cela soit le cas. Il n'est pas possible de laisser des animaux pouvoir transpercer le dispositif de sécurité. Et cela, j'engage le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que pareil accident ne puisse plus se reproduire sur l'autoroute à péage. J'engage par ailleurs le gouvernement à hâter le pas sur la révision de la concession de l'autoroute et sur la nécessité de la révision tarifaire sur l'ensemble du tronçon qui ira bientôt jusqu'à Thiès, Mbour et Touba. Le président de la République s'est prononcé sur d'autres questions.
Nous y reviendrons. À propos des accidents qui se produisent sur l'autoroute à péage, justement, le directeur de la nouvelle prévention routière parle d'absence de contrôle de rigueur et de fermeté de la part des autorités. D'après Matar Faye, il est également question du non-respect du code de la route par les conducteurs. Matar Faye est avec Daouda Diouf. L'autoroute est un espace de circulation à grande vitesse. Certes, c'est un parcours sécurisé, mais malheureusement, la grande majorité des Sénégalais ne sait pas effectivement quelles sont les règles de circulation sur cet espace de circulation. Moi, je pense qu'en fait, l'autoroute, de la même manière que les routes nationales, il y a des chartes qui régissent les déplacements sur ces espaces-là. Et pour le cas de l'autoroute à péage chez nous, on a souvent accusé l'absence de lumière, mais est-ce que également on se rend compte des vitesses pratiquées sur ces autoroutes-là? Aujourd'hui, sur l'autoroute à péage, la vitesse elle est limitée à 110, mais on voit des personnes qui sont à plus de 140, 150. Et certains même oublient même de mettre la ceinture de sécurité. Alors moi je pense qu'en fait, ce qui se passe sur l'autoroute, effectivement il y a des accidents. Les accidents du côté surtout des piétons qui traversent l'autoroute. Et ça également, moi je dis que peut-être qu'il y a un déficit de communication ou peut-être l'absence de contrôle. Parce que n'oublions pas qu'il y a un peloton autoroutier qui est là, qui patrouille, qui surveille les déplacements sur l'autoroute. Il faudrait que les gens soient beaucoup plus fermes, beaucoup plus rigoureux par rapport à l'application des sanctions sur l'autoroute. L'autoroute à péage fait beaucoup parler d'elle, tellement que les problèmes sont nombreux. Au-delà des accidents fréquents sur ce axe routier, il y a la cherté des tarifs, l'insécurité ou encore le défaut d'éclairage. Des problèmes qui en font aujourd'hui une autorité à complainte. Un péage cher payé pour les Sénégalais au propre comme au figuré. L'autoroute à péage est considérée comme l'une des plus chères en termes de coûts, en plus d'une concession de 30 ans signée entre l'État du Sénégal et la société française Eiffage, une société qui applique des tarifs jugés exorbitants puisqu'il faut débourser 1600 francs sur l'axe Dakar-Diass, ce qui fait 3200 francs pour l'aller-retour sur une distance de 36 km. Mais ce n'est pas tout parce que les automobilistes qui tombent en panne sur l'autoroute sont obligés de payer 15 000 francs pour le remorquage de leur véhicule sans compter les pénalités fixées. Une importante manne financière donc encaissée quotidiennement par la société concessionnaire alors que le service laisse à désirer et beaucoup à désirer. Les automobilistes se plaignent des embouteillages sur l'autoroute. Comment comprendre ces embouteillages pour ceux qui ont accepté de payer pour ne pas vivre le calvaire sur la route nationale? Une autoroute à péage n'est-elle pas faite pour être fluide et dégagée? Sinon, à quoi bon prendre le péage? Un autre problème, ce sont les accidents. Beaucoup d'accidents sont enregistrés sur cet axe routier presque quotidiennement. Des accidents souvent mortels. La mort de l'artiste Papis du groupe Gelongal n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Ces accidents sont souvent causés par la divagation des animaux domestiques, mais aussi surtout le défaut d'éclairage. Un éclairage qui n'est pas des meilleurs sur l'autoroute à péage. Les responsables de la société Eiffage reconnaissent ce lancinant problème. Et selon des informations, un programme estimé à plus de 10 milliards de francs CFA a été soumis aux autorités pour l'éclairage total de l'autoroute, un éclairage au solaire. Ce défaut d'éclairage entraîne une insécurité avec la multiplication des agressions malgré les patrouilles de la gendarmerie sur cette autoroute. Le passage sur ce péage est donc devenu un véritable calvaire pour les automobilistes qui demandent des solutions. L'autoroute à péage est fonctionnelle depuis 2013. Le projet avait été piloté et démarré par le régime de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il est 12h08, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. Arrestation d'un individu à la sphère ministérielle de Diamniadio. Un homme a été donc surpris en train de déterrer des câbles électriques de Sénélec pour les revendre, indique-t-on. C'est la gendarmerie de Diamniadio qui a procédé à son arrestation. Procès de l'imam Al-Badran Ndao, l'interrogatoire se poursuit. L'imam Ndao a nié presque toutes les déclarations de la gendarmerie, telles que l'existence d'un téléphone satellitaire et le camp d'entraînement, tout comme le site d'hébergement pour terroristes. Pour le pistolet trouvé chez lui, l'imam Ndao déclare que ça ne marchait pas car il avait même 2 cartouches de 12 mm pendant plus de 2 ans chez lui. La séance donc se poursuit. On parle de toute autre chose. Le collectif des commerçants des marchés hebdomadaires de Dakar en sit-in ce mercredi. Ces commerçants dénoncent la décision des autorités municipales de la Gueule-Tapée de suspendre leurs activités durant 1 mois.
C'est pour les besoins de la Biennale de Dakar. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Compte rendu Anna Rocha. Ndongo Fall est aujourd'hui un homme très occupé. Dans sa tenue au basonjo de couleur sombre, le responsable des commerçants des marchés hebdomadaires de Dakar fait des va-et-vient interminables. D'abord, une précision. Oui, nous voulons faire un street mécanique dans le canal de Gueule-Tapée. Parce que c'est notre lieu de travail, c'est normal. Mais on va se refaire dans les normes, adresser une demande aux autorités. Rien dans les pénales. Mais le fait de nous empêcher de travailler pendant un mois, c'est ce qui nous dérange. Ces commerçants ne comptent pas rester 30 jours, les bras croisés. Ce sont leurs foyers qui sont menacés, explique Ndongo Fall. Dans les communes de Gueule-Tapée et de Yoff, les activités des maires ont imposé l'arrêt des marchés hebdomadaires au profit de quelques exigés par ces mêmes collectivités locales ne permet pas un travail décent. Le moment est venu pour nous commerçants de prendre toute notre place dans ces sociétés par le dialogue et dans la discipline. Nous parvenons à trouver un consensus afin de participer nos activités dans les meilleures conditions. Nous estimons que notre travail n'est pas moins valorisant que tous les autres emplois existants dans ce pays. Selon ce responsable, au moins 2 marchés hebdomadaires sont installés chaque jour à Dakar. 3000 personnes y travaillent. C'était donc le reportage d'Anna Rocha. Tribunal de grande instance de la banlieue de Dakar. Pour obtenir un papier, c'est la croix et la bannière. Les usagers se plaignent et les autorités promettent l'amélioration de la situation avant l'hivernage. Ici, les locaux sont dans des conditions qui laissent à désirer. Le reportage de Salif Sow. Cafouillage au bout. Ce matin, encore une longue file d'attente s'est formée devant le tribunal de grande instance de la banlieue de Dakar, sous le chaud-soleil Mbaïta. L'étudiante en droit ne tient plus. Après 4 tours d'horloge de patience, elle laisse éclater sa colère. Les conditions sont vraiment difficiles parce qu'il y a le soleil, tout et tout. Les conditions ne sont pas remplies, contrairement au tribunal de Dakar. Il n'y a pas selon que... J'aimerais vraiment qu'on change ça, qu'on mette comme avant, c'est mieux. Le casier judiciaire coûte cher aux habitants de la banlieue dakaroise. Pikine et Guédiawaye, c'est au moins 2 500 000 habitants, 17% de la population sénégalaise brave vent et soleil. Pour arriver à déposer une demande de casier judiciaire, déplore Babacar. Le jeune homme au sac à dos dénonce par ailleurs le personnel peu suffisant constaté sur place. Ce que je déplore du moins, c'est une vraie cassette. Normalement, les casiers, les extraits, les petits papiers là, ça ne doit même pas faire, à mon avis, parce que ça ne nécessite pas beaucoup de travail. C'est pas... Du côté du tribunal, l'on calme le jeu. Des réaménagements sont prévus, nous a soufflé une voie autorisée. Ce sera d'ailleurs fait avant l'hivernage, a-t-elle fait savoir. Nous en appelons à la compréhension des usagers, a ajouté une autre responsable. Le TGI de la banlieue en réflexion a été ouverte par le ministre de la Justice. Ismaël Madior Fall avait même promis la construction d'un nouveau tribunal au camp Thiaroye dans les meilleurs délais. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. L'actualité économique avec le plan Sénégal émergent qui présente des résultats satisfaisants. C'est ce qui a été retenu pour la première phase. Mais tout n'est pas rose puisqu'il y a des contraintes. Et pour la deuxième phase, 2019-2023, une rencontre s'est tenue ce matin. Compte rendu Mohamed Talimouba. La première phase du plan Sénégal bouclée sur des indicateurs macroéconomiques positifs. Le directeur de la planification et des politiques publiques satisfait des résultats obtenus. Résultats à croître et à consolider dans la deuxième phase. Pierre Ndiaye. Vous savez que les 3 dernières années, nous avons enregistré une croissance au-dessus de 6%. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a magnifié parce que c'est la première fois que sur 3 années consécutives, nous alignons des taux de croissance au-dessus de 6%. Et cette croissance, effectivement, a eu des effets également sur les autres indicateurs sociaux, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'action sociale, que ce soit dans le développement du capital humain de façon générale. Il y a eu des avancées significatives qui ont été notées. Là, vous avez des chiffres là sur ces c'est vrai que quand je dis il y a eu des avancées significatives, cela ne signifie pas que nous avons atteint nos objectifs. Seulement des contraintes majeures sur la route de l'émergence. L'État a toujours des difficultés à améliorer la fiscalité qui est de 15% sur un objectif de 45%. Un problème aussi au niveau de la qualité de la dépense publique et des investissements. Au niveau de la gouvernance, le professeur Babacar Gueye identifie aussi beaucoup de défis à relever. Il est le président de la plateforme des acteurs non étatiques.
au niveau de la lutte contre la corruption, des dysfonctionnements, l'accessibilité de la justice. Nous avons identifié également des contraintes en ce qui concerne la sécurité et la paix. Nous savons que le Sénégal est encerclé par un certain nombre de pays dans lesquels la stabilité n'est pas évidente. Au-delà de toutes ces contraintes, le défi de la qualité des ressources humaines se pose avec acuité. Le système éducatif sénégalais est régulièrement en crise. Le journal. L'actualité politique. Présidentielle de 2019, des fronts et autres coalitions, plusieurs commencent à voir le jour. Ce week-end seulement, des partis de l'opposition ont mis en place la coalition pour une alternative démocratique. Une situation qui ne surprend pas certains observateurs qui sont cependant divisés sur la dispersion des forces de l'opposition. Dossier Georges Detchedep. Front par-ci, coalition par-là. La dernière plateforme à voir le jour, la coalition pour une alternative démocratique. Ces animateurs sont souvent accusés d'accointance avec le régime. Mais Ibou Sané, enseignant en sociologie politique, a un autre avis sur Fada, Baldé et compagnie. Je pense plutôt que c'est des opposants modérés qui ont compris que dans la vie politique, il ne sert à rien de bander les muscles, il ne sert à rien d'appeler à la violence, il ne sert à rien de tenir un discours musclé, mais que dans la démocratie, ce qui est important, c'est la façon dont les idées vont circuler, la façon dont on peut mettre en place des projets de société, on peut mettre en place des projets économiques. Parce que l'essentiel pour moi, c'est de travailler pour le peuple, rien que pour le peuple. Un front ou une coalition de plus, pour le journaliste Ibrahima Bahoum, c'est à l'image de la pléthore de partis. Tout le monde se dit, nous sommes dans une perspective de probablement, même si le pouvoir n'en veut pas entendre parler, nous sommes dans une perspective de deuxième tour. Donc chacun se dit avec qui on pourrait aller si deuxième tour il doit y avoir. Et tout ça, évidemment, c'est dans le marchandage politique. Donc je comprends parfaitement que les gens puissent se dire, quand il y a 300 partis, il y a forcément la possibilité de 10 autres encore coalitions. Et ça, je ne serais pas surpris, effectivement, qu'il y en ait 10 autres, ou en tout cas au moins 5 autres. Et ces 5 autres-là, c'est ça toujours dans cette perspective. Nous sommes partis gagnants. Mais si on ne peut pas gagner seul, qu'on gagne avec les autres, ou alors si les autres gagnent sans nous, que nous puissions évidemment marchander notre positionnement. Ibou Sané, lui, y voit un émiettement de l'opposition qui profite plus au régime. Il faut simplement regretter que l'opposition soit complètement émiettée au moment où il aurait été intéressant pour eux de créer une unité, une osmose entre les différentes fractions de la coalition, parce que unis, ils seront forts, divisés, ils seront plus faibles. On a l'impression que c'est des intérêts crypto-personnels qui guident les uns et les autres, alors qu'il était intéressant pour eux de tirer dans la même direction. Mais plus ils vont de manière très dispersée, ça ne peut que profiter aux partis au pouvoir. L'unité de l'opposition donc à rude épreuve, mais aux yeux de Ibrahima Bahoum, la pluralité des fronts et autres coalitions, par conséquent des candidatures, est la meilleure formule qui soit. Ce serait une erreur stratégique de la part de l'opposition de vouloir aller seulement avec un candidat de l'opposition. D'abord, ce n'est pas possible, mais surtout, ce n'est pas politiquement souhaitable s'ils veulent gagner. C'est pas possible. Donc, c'est comme ça. Et moi, je pense que plus il y aura de candidats en face de trucs, évidemment, cet émiettement des voix, c'est pas bon pour le pouvoir parce que de toute façon, ce sera toujours des voix qui auraient pu aller quelque part, qui sont allées ailleurs. Et donc, cet émiettement va faire qu'il sera très difficile à un seul candidat d'avoir 51%. Et c'est ça qui est recherché. À moins de 10 mois de la présidentielle, les stratégies sont en train d'être mises en place au gré des affinités et intérêts. Des fronts et coalitions donc, sans doute, en gestation. En plus bref, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé, Andegusum, déroule son 3e plan d'action à partir de demain. L'ASAS va observer une grève de 72 heures. Mbalo Diatiam et ses camarades réclament entre autres le paiement intégral des arriérés de salaire des contractuels de la JICA et du plan Cobra, mais aussi l'ouverture de négociations sérieuses sur le régime indemnitaire. L'Alliance Andegusum était en conférence de presse tout à l'heure. Nous y reviendrons. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Sornana Tambaye. Merci Antoine. Mali, c'est officiel. Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession. Il a finalement accepté d'être investi par sa coalition. Son parti et ses alliés l'ont affirmé hier au cours d'un rassemblement. Avant cette grande rencontre, Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu ses partisans au palais présidentiel de Koulouba. Certains se disent soulagés puisque le chef de l'État avait laissé planer le doute, surtout avec les candidatures déclarées de ses anciens alliés. Côte d'Ivoire.
d'Ivoire, bientôt un gouvernement composé de membres du RHDP. Une façon, selon Alassane Ouattara, de consolider le compagnonnage avec ses alliés. Le président dit attendre la validation de l'accord politique et un statut pour former un gouvernement RHDP. C'est le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une équipe qui sera formée sans l'Union pour la Côte d'Ivoire. Une formation de la coalition au pouvoir, mais qui n'a pas souhaité adopter le projet de parti unifié. Au Tchad, quelques jours après la promulgation du texte instituant la 4e République, le gouvernement revient sur l'amnistie générale accordée à des Tchadiens. D'après le ministre de la Justice, Antoine, cette loi d'amnistie va concerner un large éventail de crimes. Toutes les infractions commises seront effacées, même pour ceux qui ont tué, ceux qui ont pillé et ceux qui ont détourné de l'argent. La loi d'amnistie générale est surtout pour les Tchadiens en exil pour des raisons politiques. Pourtant, dans son discours à l'occasion de la promulgation de la 4e République, le chef de l'État a annoncé une guerre sans merci contre les détournements de fonds. Au Bénin, les magistrats reprennent le chemin des tribunaux après plus de 2 mois de grève. Une suspension pour montrer leur bonne foi. Ces magistrats espèrent que le gouvernement sera sensible à cet effort et donc va satisfaire leurs revendications. La grève a été entamée le 26 février pour protester contre des retenues sur salaire opérées par le gouvernement après des grèves antérieures. Malgré ce long bras de fer, les revendications n'ont pas été satisfaites selon l'Union nationale des magistrats du Bénin. Libye, pour terminer, une ONG déclare avoir été empêchée de secourir des migrants. Des gardes-côtes libyens ont défendu un navire humanitaire de s'approcher d'une embarcation en détresse avec 120 migrants à bord. D'après plusieurs ONG, depuis plusieurs mois, les gardes-côtes libyens ont tendance à intervenir assez systématiquement, Antoine. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les problèmes de l'autoroute à péage, la récurrence des accidents et la cherté des tarifs. Nous allons en parler dans quelques instants avec Ibrahim Ndongo, expert en transport routier, et Momar Ndao, président de l'ASCOSEN. RFM Sport. Free Fight, Bombardier étale ses ambitions, Youssouf Bodian. Oui, Antoine, après sa victoire éclair ce week-end sur Rocky Balboa, c'était en Suisse. Le roi des arènes va affronter Bob Sapp, un champion américain. Bombardier, joint en Suisse ce matin par Babacar Fall, revient sur les raisons qui l'ont poussé à accepter ce combat contre Rocky Balboa. J'ai remercié le bon Dieu qui nous a donné la victoire. Et voilà, je suis très content parce que c'était un combat très important pour moi. Parce que le gars, il m'a défié partout. Je veux te combattre, je veux faire un combat avec toi. Donc voilà, j'ai gagné le combat grâce à Dieu. Et quelle est la suite de votre carrière? Revenir en lutte traditionnelle sénégalaise ou faire carrière en MMA? Oui, en ce moment, je suis toujours un lutteur sénégalais. Voilà, mais je préfère faire les deux parce que MMA, c'est un peu pareil comme la lutte sénégalaise. Donc, je préfère en ce moment faire les deux parce que il me reste peu de temps sur la lutte sénégalaise. Donc, pourquoi pas je fais un autre sport parce que je me sens bien, je me sens en super forme en ce moment. Donc, la lutte sénégalaise, ça s'arrête à 45 ans. Donc, au MMA, tu peux faire des combats jusqu'à 45 ans, 50 ans ou 55 ans. Et après le combat avec Rocky Balboa, donc, on m'a proposé un autre adversaire, un Américain qui s'appelle Bob Sapp. Il fait 1m95, 150 kilos. Je suis partant parce que c'est des gars que je connais. Je suis partant. On m'a proposé un autre combat pour mois d'août. Voilà, donc je suis OK pour le combat. Bombardier, donc prêt à affronter le colosse américain Bob Sapp, champion, il est énorme lui aussi. Ouais. On l'a vu en image, mais Bombardier n'est pas petit aussi, Antoine. Du tout. Il mesure 1m98 pour 150 kg de muscles. Le colosse de Mbour. Lutte traditionnelle, le CNG est satisfait de l'organisation du tournoi doté du drapeau du chef de l'État. La 19e édition s'est déroulée ce week-end à Kolda. Elle est marquée par la première victoire de l'équipe de Dakar qui a détrôné Fatick. Fatick qui a remporté les 5 dernières éditions. Le président du CNG,
se réjouit de la ferveur autour de cet événement. Aliou Sarr au micro d'un de nos envoyés spéciaux, Malal Junior Diagne. Beaucoup de satisfaction après avoir rendu grâce à Dieu. Tout a bien commencé, tout s'est bien terminé. Je pense que sur ces 3 jours, nous avons gagné, j'ose dire, tous les défis, surtout le défi de la mobilisation. J'ai jamais assisté à un tournoi doté du drapeau chef d'État avec autant de monde dès le premier jour. Et l'occasion pour remercier le président du comité régional, Samba Diop, et toute son équipe, les structures administratives et politiques qui ont aidé à la réussite de cette manifestation. Sur le plan technique, nous avons vu beaucoup d'améliorations sur les techniques de lutte, mais surtout beaucoup de disputes entre les différentes régions. Il y a certaines régions qui étaient souvent à 5-0 sur les éliminatoires et cette fois-ci, nous avons vu des combats assez difficiles et jusqu'à la finale où ça s'est terminé sur un 3-2 qui a été même source de litige, mais je pense simplement où le règlement a été appliqué, même si quelque part peut-être ceux qui ont perdu n'ont pas apprécié un certain comportement de l'arbitre. Mais l'arbitrage fait partie des règles. Il faut savoir aussi perdre. Il faut savoir perdre, a dit Aliou Sarr, donc à l'issue de ce tournoi doté du drapeau du chef de l'État. Il est le président du CNG, le comité national de gestion de la lutte, très critiqué ces derniers jours par les lutteurs en activité. Gaston Beng, le promoteur qui propose sa médiation pour que donc tout redevienne normal entre le CNG et les lutteurs. Il était l'invité de RFM Matin. Il faut dialoguer, il faut discuter. Il faut discuter parce que les lutteurs ont beaucoup de mérite et un combat de lutte est très dur. Il y a beaucoup de frais. Aliou Sarr, on ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses parce qu'il a beaucoup fait pour la lutte. Il a beaucoup fait. Depuis 1994, il est là. Moi, je suis là depuis 1992. Même un chef d'État peut faire des erreurs. Il a fait des erreurs. Les coupures sont exorbitantes. C'est trop pour un lutteur qui a engagé des frais et tout ça. Mais je pense que si on parvient à se mettre autour d'une table et discuter, on doit trouver une solution. Mais ce n'est pas la peine de se tirailler, de se dire des choses qui ne sont pas saines. J'irai voir le président Aliou Sarr, j'irai même voir le ministre pour lui demander d'inviter les 2 parties autour d'une table et devant le ministre pour discuter et trouver une solution. Gaston Beng, promoteur de lutte football Youssouf, la Ligue 1, la 25e journée clôturée cet après-midi. À Guédiawaye, au stade Amadou Barry, 17h, Dakar Sacré-Cœur, premier club non relégable, reçoit Mbour Petite Côte. Le Jaraaf, après 7 victoires d'affilée, hier face à Sonacos, c'était la dernière victoire des Verts et Blancs de la Médina, qui ont 9 points de plus que le deuxième, la Sonacos, Génération Foot, qui remonte sur le podium de Ligue 1. En Ligue 2, suite et fin de la 24e journée à 15h à Amadou Barry toujours, Port AS Pikine. Pikine est leader avec 45 points, provisoirement 2 points de plus que la Renaissance qui est passée aussi à la 2e place au classement donc, de la Ligue 2 sénégalaise. CAN Mini Foot, le Sénégal prépare son 2e match de poule, c'est en Libye. Ce sera donc demain mardi face à l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana qui ont perdu lourdement leur premier match face au Nigeria, 9-1. Quant au Lyon, ils ont fait match nul 1 partout face à la Tunisie, c'était hier. Le Sénégal aura un renfort de taille, le capitaine et meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde de mini-foot, Momo Cissé, qui a été retenu par son club de Jaraaf. Je vous propose de suivre le sélectionneur du Sénégal, il s'appelle Cheikh Sidiba. Il est au micro de notre envoyé spécial, Cheikh Tidiane Diagne. On avait un des favoris du tournoi devant nous et heureusement que les gosses ont bien réagi après le but tunisien pour le prochain match le prendre par le bon bout pour essayer de prendre la victoire parce que maintenant il y aura déjà l'arrivée de Momo Cissé qui viendra renforcer le groupe. C'est le capitaine de l'équipe, c'est un des piliers de cette équipe. Ce sera un plus pour nous et je pense qu'il pourra stabiliser le groupe et avec ça nous pourrons rentrer dans ce match contre l'Afrique du Sud dans de meilleures conditions. En fond sonore, l'hymne national de l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, prochain adversaire du Sénégal. Vous avez reconnu Cheikh Sidiba Antoine, tout à fait. Ancien défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, défenseur de Corias. Merci Youssouf Bodian, bon de le rappeler. RFM, la chronique du jour. Président de la République, ministre, directeur généraux, tous se parrainent. Non, nous ne parlons pas de parrainage politique, mais de parrainage de manifestations festives ou culturelles. Chronique du jour, Abdoulaye Cissé. C'est une gangrène de notre société de laudateurs, de quémandeurs en tout genre.
est finalement une vaste escroquerie organisée et entretenue, à dessein bien sûr. L'activité la plus lucrative dans ce pays reste organisateur d'événements. Peu importe ce que vous organisez et limite, on s'en fout des motivations. Enfin, les motivations, on les connaît, c'est pour se faire du fric, du bif, comme diraient ceux qui traquent l'argent mal acquis presque de façon sale, c'est le cas de le dire. Une fois votre événement calé, choisissez votre artiste animateur. Là aussi, ce n'est pas difficile. Plutôt, le choix réduit facilite les choses. Ça se joue entre le roi Youssou N'Dour, les princes Pape Diouf ou Wally Seck. C'est les artistes les plus rentables. C'est tout à leur mérite et à leur honneur de s'être rendus incontournables et préférés du monde qui squatte les soirées et autres dîners de gala. Eux, c'est leur métier. Ils jouent pour qui paye. Et après ça, choisissez votre parrain dans la liste du gouvernement de préférence. Plus c'est haut dans l'ordre protocolaire, plus vous êtes sûr de votre coup. À côté du parrain, mettez les coparrains. Bourrez la liste avec tous les autres membres du gouvernement, des directeurs de sociétés nationales et là, visez les DG à la réputation liquide comme les guichets automatiques de banque. Tout le monde les connaît, pas besoin de dessin. Vous pourrez toujours le mettre sous la présence effective de certaines autres personnalités et présidents d'institutions. Il y en a qui ne ratent jamais les mondanités du soir. C'est à se demander à quel moment ils vont travailler tous les lendemains. Oh, sacrilège! Sans même demander l'autorisation à qui de droit, mettez le tout sous le haut patronage du chef de l'État himself ou de madame l'épouse du président de la République. L'abus de langage voudrait qu'on dise madame la première dame. On n'aurait pas à redire si tout ceci n'était pas financé par de l'argent public, l'argent du contribuable. C'est de notoriété publique que dans les ministères, les directions de sociétés nationales, les différentes institutions de la présidence de la République aux assemblées parlementaires ont fait la bamboula avec nos deniers publics sous la rubrique subventions. Les abus sont tels que les rapports d'audit et de contrôle, que ce soit de l'OFNAC, de la Cour des comptes ou l'IGE, tous ont eu à pointer cette rubrique objet de tous les excès fantasques. Les excès sont tels que c'est assimilé à du détournement, ni plus ni moins. On est même plus sûr que ces subventions et enveloppes de parrainage ne reviennent pas pour au moins une partie sous forme de rétrocommission dans les poches du donateur lui-même. Quand les rapports d'audit et missions de contrôle ne signifient plus rien pour tous les ordonnateurs de dépenses, jeter l'argent public dans ces cérémonies futiles est parti pour durer. Même la cérémonie de deuil est parrainée aujourd'hui. Il ne manquerait plus que les morts établissent la liste des parrains qu'ils voudraient voir venir visiter la maison mortuaire après leur départ. À l'approche du Ramadan, les events makers sont dans leur pleine saison. Chacun veut sa soirée avant le Ramadan. Et le parrain, comme d'habitude, pique dans la caisse. Quelle dignité à ce directeur de société nationale qui organise un gala de lutte à sa propre gloire et qui fait parrainer et sponsoriser le tout par sa société nationale. Le conflit d'intérêts ne choque plus personne. C'est au premier des Sénégalais de refuser que les événements de ces pleutres soient placés sous son haut patronage. Le président du Bénin l'a fait, les finances publiques en ont été préservées. Quelle gloire le président de la République peut-il tirer de telles basses pratiques? Aucun. Et c'est en ce moment seulement qu'il faudra penser interdire le parrainage événementiel à tous les ministres et directeurs de sociétés nationales et tous ceux qui gèrent du budget de l'État. Tant pis si on va moins danser, moins organiser de galas, moins organiser de meetings et même de conférences sous le manteau du religieux. Notre pays ne s'en portera que mieux. Abdoulaye Cissé, la presse du jour. La presse du jour avec Georges Detchediop. Une autoroute meurtrière. L'observateur parle d'un péage à mort. La cloche d'un péage vachement mortel. La presse évoque ainsi la fréquence des drames sur l'autoroute à péage. L'élément déclencheur de cette furie contre l'ouvrage, l'élément de plus, doit-on même dire, l'accident qui a coûté la vie à Papis de Guelongal. Pour l'observateur, il est la dernière victime d'une série d'accidents mortels. L'Obs, la cloche, bref, tous les journaux soulignent que l'absence d'éclairage sur l'autoroute et la présence de vaches sont les causes de l'accident
accident survenu dans la nuit du 4 au 5 mai dernier. Du coup, Direct Info fait état d'un drame sur une autoroute sombre. Énième négligence donc si l'on se fie à la cloche. Conséquence, les Échos informent que des Sénégalais déversent leur bile sur Sénac. Selon mon confrère, un collectif d'indignés va être mis en place aujourd'hui et va porter plainte. L'Observateur ajoute que ce collectif citoyen, à la tête duquel l'ancien député, Cheikh Omar Sy, a décidé de saisir le procureur de la République. Et Maître Hassan Diomandiaï s'est porté volontaire pour être membre du pool d'avocats qui va attraire la société Eiffage en justice. En politique, c'est Mbaye Ndiaye et Mahmoud Saleh qui tentent d'éteindre le feu à l'APR. Cela fait suite aux sorties incendiaires constatées ces derniers temps à l'APR, l'Alliance pour la République. Selon le journal Le Quotidien, Mbaye Ndiaye prône la tempérance et pour cause, le directeur des structures de l'APR, qui espère une suite heureuse à cette mini-crise, ne s'attend pas à ce que le médiateur de la République, Moustapha Cissé Lo ou encore Youssou Touré, des compagnons de la première heure de Macky Sall, puissent en arriver à déstabiliser l'APR. Le cas Cissé Lo justement, Vox Populi révèle une longue séance d'explications entre les députés, vice-président de l'Assemblée nationale et président du Parlement de la CEDEAO et le chef de l'État Macky Sall. Selon Vox Populi, l'entrevue a eu lieu hier à la résidence privée du président à Mermoz en début de soirée. La rencontre est intervenue après les attaques de Cissé Lo contre le chef de l'État. Cissé Lo qui, selon Vox Populi, a été enregistré à son insu au Café de Rome. Dans l'enregistrement, le député s'en prend au chef de l'État, allant jusqu'à douter d'un second mandat pour le président de la République et patron de l'APR. Il déclare que si Macky ne travaille pas avec ceux avec qui il était avant, je ne pense pas qu'il ira au second tour. Pendant ce temps, deux de ses potentiels adversaires à la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye, rejettent dans l'AS son appel à la concertation autour du pétrole et du gaz. L'AS indique qu'à peine Macky Sall a lancé un appel pour des concertations nationales, Sonko et Abdoul Mbaye ont élevé la voix pour dire qu'ils ne prendront pas part à un exercice de blanchiment d'actes graves de malgouvernance commis. Pour eux, il est tard de parler de l'avenir des ressources pétrolières et gazières parce qu'il est déjà scellé par le président de la République. Macky Sall, dont le ministre de l'Éducation, fait la une de Enquête de Tribune aussi. Dans un entretien accordé à Enquête, Serigne Mbaye Thiam confie qu'il ne regrette rien de la manière dont il a géré la crise scolaire. Parce que, dit-il, tout ce qu'il a fait, ce sont des décisions discutées, arrêtées au sein du gouvernement. Du coup, pour lui, il n'est pas question de démissionner ni maintenant, ni plus tard. Et pourtant, dans Tribune, Serigne Mbaye Thiam dit être allé jusqu'à envisager sa démission sous certaines réserves. Un coup d'œil dans Source A. Le rapport sur l'exercice clos 2017 de la Société africaine de raffinage pointe du doigt un marché de 200 milliards de francs CFA filé à Itok. Source A fait état de 3 raisons qui ulcèrent les commissaires aux comptes. Un marché sans le moindre rappel d'offres, le conseil d'administration, pas informé de l'attribution du dit marché. Source A indique aussi que les commissaires aux comptes disent que le contrat a été établi de manière à défavoriser la SAR qui risque presque de se retrouver en position de soumission à Etok et dire que la division des investigations criminelles fouille la SAR. Une révélation de Libération. Selon le journal, la DIC a ouvert une enquête relative aux soupçons de malversation présumée à la Société africaine de raffinage. L'enquête vise les conditions dans lesquels le gré à gré de 400 milliards en faveur de Oryx a été signé. Cela après une plainte déposée par Lock Afrique Holding qui contrôle 34% des parts de SAR. En sport, Record s'arrête sur la relégation de Stoke City en Championship. Et c'est pour s'interroger sur l'avenir de Papa Ndiaye et Mam Biram Diouf. À la une de Stade, Moussa Konaté. Il est le meilleur buteur sénégalais dans les 5 grands championnats européens. Plus tueur que Sadio Mané avec 10 buts, Keita Baldé 8. Ce week-end, Moussa Konaté a porté son total de buts à 12 avec un doublé contre le Paris Saint-Germain. Lutte avec frappe pour terminer. Dans Sunulam, c'est Modlo qui dit ses vérités dans l'entretien. Modlo déclare ne devoir de combat à personne. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, on parle des problèmes de l'autoroute à péage, la récurrence des accidents et la cherté des tarifs. C'est avec Momar Ndao, président de la SCOSEN. Bonjour Momar. Oui, bonjour Antoine. Ibrahima Ndongo, expert en transport routier. Bonjour Ibrahima. Bonjour Antoine et aux auditeurs. Voilà. Alors, Momar Ndao, la récurrence des accidents sur l'autoroute à péage, accidents mortels. Que dites-vous quand vous voyez tout cela, ces tragédies?
Oui, d'abord, je présente mes condoléances à la famille de la victime. Je voulais dire qu'il est inconcevable, inacceptable qu'on puisse avoir donc des vaches sur une autoroute à péage. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que d'autant plus que c'est incompréhensible puisqu'il y a des grillages, des barrières, des fossés pour éviter cela et que c'est inacceptable. Ça, c'est la première réaction. Oui, il y a les vaches, mais il y a aussi le défaut d'éclairage. Oui, mais en fait, pour l'éclairage, il y a tout un débat, hein, parce que vous savez, la Belgique était le seul pays européen à éclairer ses autoroutes de bout en bout et elle est en train de les éteindre. Si vous allez en France, aux États-Unis, les autoroutes en rase campagne ne sont pas éclairées. Oui. Les autoroutes, maintenant, dans leur tronçon en agglomération, doivent être éclairées pour des raisons de sûreté. Par exemple, quelqu'un qui tombe en panne pour qu'il ne soit pas agressé par des voyous. Mais en rase campagne, aujourd'hui, il y a un débat qui fait que les gens sont en train d'éteindre même les lumières qui étaient allumées sur les autoroutes en rase campagne, parce que pour deux raisons. La première, c'est que il y a un faux sentiment de sécurité qui est donné à l'automobiliste quand il est sur une voie très bien éclairée, qui fait qu'il fait moins attention. Et puis, pour des raisons d'économie d'énergie aussi, l'Europe est en train d'éteindre donc ces lampadaires. Oui, mais est-ce qu'on a le minimum sur cette autoroute à péage? En tout cas, les portions en agglomération sont éclairées. Maintenant, je crois que le gouvernement même n'est pas opposé à un éclairage de bout en bout. Mais ce qui est le plus important, moi je pense, c'est que d'abord qu'il n'y ait pas d'animaux à divagation, que les usagers respectent les limitations de vitesse. Parce que les limitations de vitesse, j'ai l'impression qu'on ne les respecte pas. Parce que pour les véhicules particuliers, c'est 110 à l'heure. Pour les motos et autres, c'est 100 km à l'heure. Pour les véhicules de transport en commun qui ont moins de 15 places, c'est 90 à l'heure. Pour ceux qui ont plus de 15 places, c'est 70 km à l'heure, etc. Très bien. Et donc, mais on voit qu'en réalité, les gens roulent à 150, etc. Ça, quand même, il faut réglementer. Ne sont pas respectés. Et ça, c'est vraiment l'arrêté. Je reviens à vous tout à l'heure, Momar. Alors, Ibrahima Ndongo, on parle de problème d'éclairage sur l'autoroute. Ce volet a-t-il été négligé ou bien c'est aux normes en ce qui concerne notre autoroute à péage? Merci Antoine. Condoléances aussi aux victimes de l'autoroute. Mais je dois d'emblée dire que l'éclairage n'est pas obligatoire sur les autoroutes. Cependant, il est admis partout que l'éclairage est un facteur de sécurité routière. Ça, quand il y a une ville bien éclairée, un itinéraire bien éclairé, ça joue effectivement sur la sécurité de cette route-là. Bon, une autoroute, il faut comprendre qu'une autoroute est une infrastructure qui est destinée à une circulation rapide et sûre. Mais c'est ça qui pose problème. Parce que quand on considère aujourd'hui l'accidentalité de l'autoroute à péage à Dakar, le nombre de victimes, de décédés et d'accidents et de voitures qui prennent feu, mais on peut vraiment s'étonner. Parce qu'il y a sincèrement une insécurité au niveau de l'autoroute à péage. Parce que des bœufs qui traversent, c'est vrai que ce n'est pas normal, mais est-ce que lorsqu'on faisait l'étude d'impact, on avait pris, parce que quand on parle de Tivaouane Peul, mes parents Peul, moi, c'est pas péjoratif, ainsi Peul, donc qui dit Peul dit éleveur, qui dit éleveur dit que quelqu'un qui bouge, qui n'est pas sédentaire. Mais est-ce qu'au moment des études d'impact, on avait pensé à ça, parce qu'on a impacté, on a dédommagé ce qu'il y avait des maisons, ainsi de suite, mais est-ce qu'on a pensé à intégrer dans cette étude-là les villages traversés, où se trouvent les champs de ces villages-là, où se trouvent les pâturages et consorts. C'est ça, moi je crois que c'est à ce niveau-là qu'on a prêché un peu. Il fallait prendre en compte cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a son troupeau, et pour le code de la route, il est pris en compte, parce que le berger qui a son troupeau est considéré comme un conducteur par le code de la route. Au terme du code de la route, c'est ça, il est un conducteur, comme un conducteur de véhicule. Donc, si on ne le prend pas en charge au moment de faire les études de l'infrastructure, forcément ça va poser problème. C'est la même chose aujourd'hui, par exemple, on parle de la sécurisation des documents de transport. Mais est-ce qu'on a parlé aujourd'hui à ceux qui font les plaques au niveau qui sont des acteurs et qui risquent de perdre leur emploi? C'est-à-dire qu'il faut élargir le débat. Il ne faut pas simplement essayer de parler aux uns et aux autres, mais est-ce qu'aujourd'hui aussi,
les modules qui sont utilisés au niveau des auto-écoles et consorts, est-ce qu'on apprend aux Sénégalais comment conduire sur autoroute? Moi, je pense que non. Parce que franchement, moi, personnellement, j'ai échappé de peu à un accident. Et c'est trop. Une première fois, c'est un scooteriste qui a été tué. Il y a un célèbre avocat que je ne vais pas nommer qui avait pris le dossier en main. Récemment, c'est un taximan qui a été tué. Et en tout cas, il y a beaucoup de problèmes sur cette autoroute. Il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, voilà. Mais il faut qu'on arrête un peu, qu'on parle et qu'on prenne qu'il y ait des alternatives. Parce que c'est possible. Il y a des alternatives à ça aussi. Voilà. Je reviens à vous tout à l'heure. Momar Ndao, pour terminer. On parle de la récurrence des accidents, mais il y a aussi la cherté des tarifs, le problème de dépannage. Alors, faut-il revoir le contrat avec Eiffage de fond en comble? Oui, moi je pense que si vous avez écouté le chef de l'État, il a dit qu'on revoit le contrat parce qu'en fait, pour les prix, nous tous, nous avons dit que les prix sont chers et le gouvernement a entendu parce que les prix sont déterminés, bien sûr, dans le contrat. Donc, c'est le gouvernement qui détermine les prix, bien entendu, en relation avec l'exploitant. Donc, aujourd'hui, ce matin, nous avons entendu le chef de l'État dire qu'ils vont revoir les prix. J'espère que ça va suivre. Ah oui, non, parce qu'en fait, pour plusieurs raisons, on doit revoir les prix. Parce que dans le modèle financier, l'autoroute Ila-Touba n'était pas dedans. Et vous avez vu, rien que l'ouverture de Diamniadio a fait augmenter de près de 20%, donc les recettes. Mais c'était déjà dans le modèle financier parce qu'on avait prévu cela. Mais si aujourd'hui l'État veut que les gens aillent habiter Diamniadio, donc utilisent l'autoroute à péage, il faut qu'il y ait en tout cas un accompagnement sur les baisses de tarifs pour permettre aux gens de pouvoir aussi y habiter à des coûts qui sont acceptables. Très bien. Donc ça c'est pour les coûts. Maintenant, pour ce qui concerne vous avez dit le problème de dépannage. Voilà le problème de dépannage. Quand vous êtes en panne sur l'autoroute, toutes les autoroutes du monde, il y a un règlement de l'autoroute qui définit les conditions dans lesquelles on peut dépanner son véhicule. Tous les dépannages qui sont supérieurs à 30 minutes sont interdits donc sur l'autoroute, sur toutes les autoroutes. Et donc vous ne pouvez intervenir que s'il y a un petit problème que vous pouvez régler en quelques minutes et c'est dans des conditions particulières. Et ça, c'est partout ailleurs, c'est pour des questions de sécurité. Parce que quand vous êtes arrêté sur l'autoroute, vous n'êtes pas en sécurité, vous mettez en danger la sécurité de ceux qui sont sur l'autoroute. Oui, très bien. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème particulier. Merci. Momar Ndao, président de l'ASCOSEN. Ibrahim Ndongo, sur ces deux questions, la cherté des tarifs à réviser et puis le problème de dépannage. Effectivement, moi je pense que le problème des tarifs, il faut simplement dire que à l'époque, avant l'ouverture, c'est le président lui-même de la République qui avait dit que les tarifs étaient élevés. Parce qu'on l'a vu à bord de son véhicule, le Premier ministre à ses côtés. Il a dit que c'était élevé. Mais quel est le Sénégalais qui est sorti pour le soutenir? Personne. Nous sommes restés tous les bras croisés. Donc, il était seul au front et finalement, le Premier ministre français est venu, il a intégré ça dans son agenda et finalement, on a ouvert le tour à péage. Nous le savons tous, c'est pas un secret que je dévoile. Donc, mais le problème, c'est que c'est trop cher. Mais même si c'est cher, on ne doit pas être contraint ni obligé à utiliser l'autoroute à péage. C'est-à-dire que il faut que l'AVDN, la TTP, route des Niayes, qui va jusqu'à Saint-Louis, soit prolongée. Il faut que la route nationale soit réaménagée parce qu'à l'intérieur de Rufisque, dans Rufisqueville même, entre la rive droite et la rive gauche des maisons. Mais il y a au moins 50 mètres. On peut faire 2 fois 2 voies à l'intérieur pour ceux qui n'ont rien à faire à Rufisque, puisqu'on peut aller tout droit et partir. Oui. Ceux qui ont avec des contrats aller pour les transports en commun, les transports de marchandises et consorts, mais c'est possible. Il y a des alternatives. Mais aujourd'hui, on est presque obligé de prendre l'autoroute à péage. Et alors que, comme je vous l'ai dit, les modules aujourd'hui au niveau des auto-écoles consorts, ils doivent intégrer l'autoroute, la conduite autoroute. Mais les Sénégalais dépassent largement les 110 qui sont imposés là-bas. Il y a beaucoup d'accidents et ça, je vous dis que le dépannage aussi, il faut dire que sur autoroute, si vous êtes à pied, votre espérance de vie, je ne dis pas, et c'est pas prêt pour vous, l'espérance de vie du piéton est de quelques secondes. Très bien. Oui, quelques secondes. Merci. Oui. Alors, donc c'est pas n'importe qui peut opérer sur autoroute. Donc il faut des professionnels. Là, il faut le dire, franchement, il faut des gens qui sont formés pour opérer sur autoroute. Merci Ibrahim Ndongo. Vous êtes expert en transport routier. C'est fini pour Point de vue. Quelques infos météorologiques avant de vous quitter. Le ciel sera plutôt ensoleillé sur une bonne partie du territoire au cours des prochaines 24 heures avec toutefois des passages nuageux sur les régions sud-est. Suite à une baisse progressive des températures, la sensation de chaleur sera moins marquée sur la quasi-totalité du pays. Par contre,
Dans les localités sud et est, le temps sera relativement chaud avec des maximums qui vont varier entre 42 et 44 degrés. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle les titres. Autoroute à péage, le président de la République pour une révision du contrat de concession et les tarifs appliqués. Macky Sall a réagi ce matin après les tragiques accidents enregistrés sur cet axe routier. L'autoroute à péage et son ensemble de problèmes, nous en avons parlé dans cette édition. Les mécontents de la biennale, ce sont les commerçants des marchés hebdomadaires de Dakar. Ils dénoncent la suspension de leurs activités par les autorités municipales de la Gueule-Tapée au profit du Dakar. Ils seront en sit-in ce mercredi. Le PSE sur une trajectoire d'émergence des résultats satisfaisants. Cependant, il y a beaucoup de contraintes en politique. Nous avons parlé des fronts et autres coalitions de partis politiques qui se forment à 10 mois de la présidentielle de 2019. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Djidi Diop, réalisation d'Abdou Diouf et El Hadj Ndiogou. À 13h, El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, Dialgat Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. Camarades, Tamane, bés bu ngeen ma falee